Donc, bonjour tout le monde rebonjour tout le monde et donc bienvenue à cette troisième session du webinaire BIM électrique euh, que j'anime. Et donc je suis donc Marseille Beltré, je suis Marseille Beltré, donc chez Man Machine, je suis en business consultant et en BIM management et j'accompagne un peu les clients Man Machine, nos partenaires dans l'implémentation de leurs projets BIM, dans du conseil et dans du consulting autour de leur processus BIM et leur stratégie BIM. J'anime aujourd'hui donc ce troisième webinaire qui concerne la phase conception et la vision de la maîtrise d'œuvre sur le processus BIM et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de deux intervenants et qui vont pouvoir se présenter prochainement. Aujourd'hui fait suite à une série de webinaires qui a commencé le 25 février dernier, qui couvre un petit peu toute la démarche BIM électrique sur un projet, on va dire de l'idée du projet jusqu'à la phase exploitation maintenance, passant par l'exécution, la conception, etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, présenter l'aspect conception avec la vision de la maîtrise d'œuvre. Et je suis accompagné des invités Siam Amokram et Jérôme Mully des Traces Software que je laisse se présenter. Donc j'y vais. Bonjour Bonjour à Siam. tous, bonjour Marseille, bonjour Jérôme. Je m'appelle Siam Amokran, je fais partie de l'entreprise Man Machine. Mon rôle en tant que directrice Customer Success, c'est d'accompagner Marseille, d'accompagner les clients, d'être à votre écoute et de mobiliser toutes les ressources techniques et technologiques pour vous aider à aboutir dans vos projets de digitalisation et de BIM. Jérôme. Donc bonjour à tous, donc Jérôme Mully, moi je représente la société Trace Software, donc en tant que directeur technique. Trace Software est un éditeur de logiciels pour l'ingénierie électrique. Donc je tenais à remercier la société Man Machine de m'avoir invité à cette belle thématique de webinaire et plus particulièrement à Marseille et CM. Donc mon rôle au quotidien, moi, c'est d'identifier les besoins et les usages de nos clients pour leur mettre à disposition des outils toujours plus performants et adaptés à leurs usages. D'accord. Écoute, on te remercie aussi d'avoir accepté de jouer le jeu. Et c'est vrai qu'on est dans une démarche d'ouverture et de collaboration. Et le sujet électrique, c'est un gros sujet. Et le fait de pouvoir partager les idées, partager une discussion, voilà, c'est très intéressant. Donc, merci à Trace Software d'avoir bien voulu nous rejoindre sur cette discussion. Donc, on va donc démarrer la présentation. Dans un premier temps, en présentant Man Machine, l'offre Man Machine et comment on intervient sur le processus, comment on vous accompagne et autres. Puis je représentera la société Trace. On abordera après les attentes du BIM électrique dans la phase conception. Puis on abordera l'aspect organisation de projet avec Sien qui vous apportera un petit peu une vision en tant que BIM manager sur l'organisation et les rôles, etc. Puis on va dérouler le projet en phase conception. On abordera dans un premier temps les premières phases du projet et pour faire un premier échange avec les solutions Trace en phase APS pour tout l'aspect dimensionnement et bilan de puissance. On continuera toujours sur l'aspect conception en apportant en démontrant les avantages, les points forts des solutions comme Revit dans la modélisation de l'installation électrique. Et enfin, on finira par conclure sur l'aspect des DCE dans la maquette. Donc, pour commencer, donc la société Man Machine, c'est une société allemande qui a été créée en 1984, qui aujourd'hui fait un chiffre d'affaires sur le groupe de 246 millions de chiffre d'affaires en 2019. C'est une société qui a à peu près qui est dans une soixantaine d'implantations à travers l'Europe. On est aussi en Asie et
et dans divers pays. C'est une société qui couvre plus de 1000 collaborateurs et une centaine de développeurs parce qu'on développe nos propres solutions. Nos activités, on intervient tant dans l'aspect infrastructure que sur l'architecture et l'industrie manufacturière, où on propose notamment nos propres solutions et où on est aussi apporteur de solutions en tant que revendeur aux fournisseurs de solutions, notamment les solutions Autodesk, où on est le premier partenaire en Europe et le deuxième partenaire d'Autodesk au niveau mondial. Voilà. Donc, on intervient sur différentes activités. Donc, ce qu'on met en place, c'est des compétences et des compétences métiers de tous nos intervenants, de tous les acteurs Man & Machine, associés à une vision technologique, associés à nos partenariats technologiques pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos besoins de projet, à vos besoins de digitalisation en interne. Donc, on développe différents partenariats avec notamment Autodesk, Oracle, Enscape, pour pouvoir répondre à des usages. Et notamment aussi, on propose nos différentes solutions logicielles en tant qu'éditeur. On est aussi centre de formation certifié. Donc, on a une vision très orientée utilisateur parce que ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir apporter tout le nécessaire pour accompagner l'acteur qui souhaite se former par de la financement et de la prise en charge. Et de l'autre côté aussi, identifier l'acteur dans son cursus de formation par de la certification. Donc, on propose différents cursus de formation pour pouvoir certifier les acteurs après leur parcours de formation. Donc, c'est des sujets qui peuvent être très intéressants pour vous accompagner par la suite. Donc, on a différents programmes de formation. On a un cursus qui s'appelle BIM Ready, qui permet en fait d'identifier les acteurs dans l'aspect modélisation, où on va pouvoir se former et certifier les acteurs sur toutes les solutions Autodesk. Après, dans le cursus BIM, on va pouvoir les former et les accompagner, tant sur l'aspect processus et échange de la modélisation, la coordination et le BIM management. Voilà pour l'aspect formation. Et ce qu'on met en place aussi, c'est une stratégie d'accompagnement pour pouvoir accompagner les entreprises dans la migration, dans l'implémentation du processus BIM dans leur démarche, avec différents parcours. Ça va de la sensibilisation en interne, tout en faisant un état des lieux, ou en développant de la stratégie, en développant de l'accompagnement ou de la formation BIM en interne. Donc voilà en gros l'activité de Man & Machine pour vous accompagner et qui nous amène aujourd'hui à vous présenter cette solution, ce webinaire avec Trust, vous êtes présenté par Jérôme. Donc la société Trace Software, en quelques mots. Donc nous faisons partie du groupe Trace. Donc groupe Trace, c'est environ 200 collaborateurs, une présence mondiale. Donc si on revient plus particulièrement sur la société Trace Software, donc toute la R&D est faite en Normandie, donc avec 30 ans d'expertise dans le domaine. Nous avons donc une offre composée de notre produit phare et les calques qui permet de gérer la conception et le dimensionnement de toute installation électrique sur le domaine haute et basse tension. Et le tout couplé aussi dans un processus BIM, ce que je pourrais développer un peu plus tard dans ce webinaire. Et en parallèle, on a aussi l'offre Archelios Suite. Donc Archelios Suite permet de faire le dimensionnement et l'étude de faisabilité autour du photovoltaïque. Donc, première étape avec Archelios Pro, on est en mesure de faire tout ce qui est étude de faisabilité pour définir le gisement et sortir donc un dossier de bancabilité. Et derrière, on peut basculer, si on souhaite, dans Archelios Calc pour faire tout ce qui est dimensionnement normatif suivant la 15712. Donc, voilà en quelques mots pour la société Trace Software. Donc, merci Jérôme. Donc, l'idée ici justement de ce webinaire et de pouvoir d'échanger, c'est de montrer un petit peu les attentes qu'on peut avoir dans une démarche BIM en phase conception et de pouvoir démontrer et présenter qu'en fonction des attentes, il existe des solutions qui permettent de répondre à des attentes et de montrer comment ces solutions vont pouvoir répondre et solutionner des problèmes rencontrés. Dans un premier temps, si on porte une vision globale sur le projet et sur tout le cycle du projet.
La phase conception, voilà, ça va représenter de 5 à 4% de l'ensemble du projet en prenant en compte tout le cycle de vie, sur toute la phase exploitation-maintenance. Et dès la phase conception, dès cette phase, on doit bien entendu prendre en compte, le projet doit être pensé dans un objectif d'exploitation-maintenance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu est aussi important dans cette phase, de pouvoir évaluer, anticiper, prévoir et bien intégrer tous les besoins en amont grâce au processus BIM. Parce que si on peut estimer que en fait, tous les choix qui vont être faits en amont, très tôt dans le projet, engagent à peu près 90% du coût global du projet. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ces choix sont pertinents sur tout le projet. Raison pour laquelle il est indispensable en fait que la maîtrise d'ouvrage investit les moyens nécessaires pour pouvoir en fait conduire le projet jusqu'à la réalisation et la mise en service. Et ça se fait très tôt dans le projet. C'est ce qu'on verra que dans cette phase conception, qui est fait pour orienter, en fait, pour vraiment définir le projet jusqu'à sa phase de réalisation. Parce que on pense le projet, bon, effectivement, en différentes phases, en différentes étapes. Dans ces premières phases, on va pouvoir évaluer, on va pouvoir prévoir, anticiper. Et l'idée, c'est d'arrêter ce processus, on va dire, en dents de scie, où constamment on a à refaire, on va perdre de l'information. L'idée, c'est d'adopter un processus où l'information va être continue, où l'intégrité de l'information va être conservée durant tout le processus. Et donc, on verra comment dans tout ce processus, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect pro jusqu'au DCE, comment on va pouvoir intervenir. Ce qui est important, c'est que la maîtrise d'ouvrage, en fait, doit impulser, doit réguler, doit orienter, doit guider la conception, notamment pour le LOELEC. L'idée, c'est que effectivement, souvent, on me demande, oui, mais qui prend en charge l'aspect BIM électrique, mais l'idée, c'est que si dès la demande du projet, si dès la prescription, les choses sont clairement identifiées, bon, il est beaucoup plus simple d'intégrer le lot électrique. On verra par la suite comment, justement, on va pouvoir le faire. Donc, intégrer le lot électrique dans une maquette numérique, qu'est-ce que c'est? En fait, le lot électrique, dans une maquette numérique, c'est plusieurs besoins. Dans un premier temps, bien sûr, on a un besoin d'implantation, on va avoir un besoin de calculer, on va avoir un besoin de gérer l'aspect normatif, on va avoir un besoin de documenter, on va avoir un besoin, bien sûr, de chiffrer, de dimensionner les chemins de câble, de dimensionner les armoires, on a un besoin de schématiser, parce que souvent, enfin pas souvent, dans une installation électrique, la même information qui va se trouver dans la maquette se trouve sur le plan, se trouve sur la note de calcul. Donc, on est dans ce chaînage où constamment on a vérifié, contrôlé, stabilité, poursuivre et vérifier que l'information est pérenne. Donc, l'idée d'un processus BIM électrique, c'est non seulement intégrer la donnée électrique dans la maquette, dans un besoin de centraliser l'information, mais aussi permettre de gérer l'ensemble des données du processus électrique proprement dit, va permettre, sans avoir à ressaisir de l'information, générer un schéma à partir de la donnée de la maquette, faire les notes de calcul, etc. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans ce webinaire. On vous montrera comment, à partir d'une maquette numérique électrique, on va pouvoir répondre aux besoins de la phase conception, qui va permettre de répondre à tous ces aspects que doit couvrir le lot électrique, avec la solution Revit d'un premier temps et d'autres qu'on verra. Et bien sûr, avec la solution Trace Software aujourd'hui, que vous présentera Jérôme. Donc, suite à cette première présentation, on aimerait faire un petit sondage pour vous demander aujourd'hui où en êtes-vous un petit peu dans votre processus BIM électrique dans vos projets. Avez-vous déjà mis en place un processus BIM électrique, un processus BIM autour du lot électrique? Vous intégrez aujourd'hui le lot électrique. Je le lance, hein, Marseille. D'accord. Donc, donc merci à tous de répondre à ce sondage. Nous avons une trentaine de secondes.
pour vous laisser répondre. Et puis on partagera avec vous, bien sûr, les résultats. Alors évidemment, nous, on ne vote pas. Oui, c'est sûr. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais fermer le sondage et puis je vais pouvoir partager avec vous les résultats. Hop, on va fermer et on va partager. Donc c'est assez intéressant, hein. Je ne sais pas, Jérôme et Marseille, si vous avez peut-être un commentaire à faire sur les résultats. Donc nous avons oui avec Revit et Trace Software 0%, oui avec Revit et une autre solution 34%, oui autre 6%, non 59%. Donc c'est assez intéressant. Je pense que d'aborder justement comment il est important de mettre en place le BIM autour du lot électrique et comment la solution aussi Trace Software s'intègre justement pour faciliter la mise en œuvre du BIM sur cette solution. Bien, bien vu. Effectivement, c'est très intéressant ce sondage et de voir que quand même à 50%, aujourd'hui le lot électrique, enfin 50% des intervenants, le lot électrique n'est pas encore intégré dans le processus. Et l'idée de ce webinaire, justement, en co-animation, c'est de pouvoir vraiment sensibiliser à savoir qu'aujourd'hui, les solutions existent pour pouvoir faciliter cette intégration. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Une remarque, Jérôme? Non, non, c'est pas surprenant ces chiffres. Donc, à nous de vous montrer qu'il y a des solutions pour justement gagner en efficacité pour pouvoir déployer justement un processus cohérent autour du BIM. Très bien. Donc, je vais laisser Sienne nous parler justement dans ce processus BIM, comment le mettre en place, comment l'organiser, quel est le rôle du BIM manager, parce que c'est aussi une question souvent qu'on se pose sur l'aspect rôle, sur l'aspect attente. Donc, je vais laisser prendre la main Siem, parce que pour nous apporter ta vision sur ton expérience en tant que BIM manager sur différents projets. Et comment, de ton côté, l'organisation du projet se met en place, c'est la vision d'un BIM manager sur le lot électrique. Siem? Oui, merci Marseille. Écoute, je peux te laisser passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Alors, donc comme dit Marseille, en fait, donc moi je ne suis pas du tout spécialiste dans le lot électrique, mais je suis quelqu'un qui a fait l'expérience justement de la gestion de projets BIM et donc d'essayer d'apporter la meilleure réponse au regard des objectifs ou des attentes BIM qui sont formulées par la maîtrise d'ouvrage. Donc l'idée ici, c'est vraiment, je dirais, peut-être pas de vous décrire ce que c'est qu'un processus BIM, mais essayer de vous apporter un petit peu la position d'un BIM manager et d'essayer d'apporter, on va dire, une petite précision autour du lot électrique. Alors l'idée, c'est encore une fois, c'est pas non plus de critiquer les démarches qui sont mises en œuvre aujourd'hui, mais simplement de ramener ça à la définition de besoins et à la mobilisation, on va dire, autour du lot électrique tel qu'on peut l'avoir dans certains projets. Est-ce que tu peux passer, Marseille, s'il te plaît? Donc, on sait tous aujourd'hui que autour d'un processus BIM qui, on va dire, qui vient se positionner sur un projet, il est avant toute chose au service du projet. Et donc, on va retrouver la charte BIM dans certains cas auprès de certaines maîtrises d'ouvrage, voire maîtrises d'œuvre et entreprises, qui permettent de donner les lignes directrices de la production BIM. C'est-à-dire qu'on définit les objectifs globaux pour le parc immobilier on va dire d'une maîtrise d'ouvrage et qui donne justement les lignes directrices globales pour la gestion de ce patrimoine immobilier, pour les méthodes collaboratives qu'on veut mettre en place pour nos nouveaux projets ou nos projets existants, pour les standards à respecter justement dans une vision de pouvoir exploiter ces standards-là dans des phases un petit peu plus, je dirais, en aval du projet, et puis les règles générales de modélisation. Donc, dans certains cas, on va retrouver cette charte BIM et qui n'est pas, encore une fois, le propre de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi maîtrise d'œuvre et entreprise. Voilà. Donc, et Marseille, merci. Donc, pour un projet donné à développer
par une maîtrise d'ouvrage, on va trouver un cahier des charges BIM. Donc, il est important de rappeler qu'un cahier des charges BIM vient souvent en complément d'une charte BIM et qu'il va spécifier, comment dire, les attentes BIM, mais toujours en ayant en perspective les enjeux du projet. C'est-à-dire que on met pas en place un processus BIM juste pour mettre en place un processus BIM, on met en place un processus BIM pour essayer de faire en sorte d'atteindre de manière plus efficace les objectifs du projet ou les enjeux du projet. Alors, ils peuvent être environnementaux, ils peuvent être liés à des enjeux économiques, des enjeux de performance énergétique, des enjeux d'innovation technique, etc., etc. Donc, lorsque j'ai défini ces enjeux, qui sont en règle générale émis de manière claire, on essaye d'attacher des objectifs BIM autour de ces enjeux. Et donc, du coup, les objectifs BIM vont être les lignes directrices de ce processus BIM. Il est important pour celui qui reçoit ce cahier des charges ou pour le BIM manager qui va justement essayer d'apporter une réponse à ce cahier des charges, de retrouver ces objectifs BIM, de bien comprendre les usages, d'avoir un détail le plus clair possible des niveaux de développement attendus, ça c'est primordial. Bon, les livrables évidemment, les processus collaboratifs souhaités par la maîtrise d'ouvrage et bien sûr une prédéfinition quand c'est le cas des rôles et des responsabilités. Marseille, s'il te plaît. Et donc, aujourd'hui, par exemple, un lot électrique peut se retrouver ou peut, on va dire, être présent dans plusieurs enjeux et donc plusieurs objectifs BIM. Alors, si on a des enjeux autour de la consommation et de la production d'énergie, il est clair qu'un objectif BIM, par exemple, peut être à la validation de la conception. Donc, on est en phase conception et donc il est important pour nous de valider cette conception, que ce soit en termes architecturaux ou en termes techniques. Il faut, et Marseille le détaillera plus tard de manière beaucoup plus claire et plus précise, l'évaluation des besoins énergétiques. Donc, ça, c'est un objectif BIM. La coordination, parce que le lot électrique, bien sûr, ne gravite pas tout seul dans un projet, évidemment. Donc, il faut qu'il se coordonne avec les autres disciplines. Il y a aussi des objectifs de dimensionnement, donc dans la phase conception, de calcul, de taille, de quantité et de métrée. Bien sûr, une préfiguration de l'exécution et évidemment une réception à la fin d'un DOE intègre et valide pour la phase maintenance. Dans tous ces objectifs BIM-là, croisent, je dirais, de manière entre guillemets générale le lot électrique, mais attention, les objectifs BIM ne sont pas le propre de la maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent être aussi complétés par des objectifs clairs et des objectifs opérationnels qui sont liés aux attentes de la maîtrise d'œuvre, des entreprises, des installateurs, etc., etc. D'accord? Donc la maîtrise d'ouvrage peut donner des directives assez, tu peux laisser ça, merci, des directives assez, je dirais, assez vastes, mais tout en attendant quand même de la maîtrise d'ouvrage de bien déterminer des objectifs liés à ces enjeux de projet. Donc, il est très important de le faire. Et donc, quels sont les requis de la maîtrise d'ouvrage pour atteindre ces objectifs BIM? Et donc, le lot électrique n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument définir un niveau d'information géométrique et informationnel qui soit bien défini. Il faut bien sûr être vigilant sur l'organisation du processus BIM, c'est-à-dire qui fait quoi et quand. Il faut être vigilant au niveau des livrables, etc., etc. Donc, bon, là, on a pris un exemple en fait du guide pour la maîtrise d'ouvrage qui a été élaboré par le PTNB. Et donc ça représente de mémoire la phase APS. Et en fait, il est clair qu'aujourd'hui, pour pouvoir déterminer qui doit faire quoi et quand autour des enjeux du BIM ou des objectifs BIM qui sont menés, il faut vraiment aller dans le détail. Donc, quand on parle d'objets constituant les enveloppes positionnées, c'est un objectif ou un niveau de développement qui est plutôt clair, mais il est important que cela, on va dire, s'adresse précisément à certains lots pour que les acteurs puissent identifier leur participation au processus BIM et leur participation à l'atteinte des objectifs BIM. S'il te plaît, Marseille. Voilà. Donc un BIM manager là-dessus, il va tout simplement prendre ses objectifs BIM et ses usages, prendre les attentes de la maîtrise d'ouvrage en termes de niveau de développement et retranscrire ceci en objectifs de production.
Donc, comment je vais déployer ces objectifs de production? Ben, je vais les retranscrire dans ce qu'on appelle un protocole BIM, une convention BIM, un plan d'exécution BIM, et je vais les écrire autour de ces objectifs-là. Il est primordial pour un BIM manager de pouvoir mobiliser les équipes et les moyens, sachant qu'en phase, par exemple, APS, c'est vraiment une phase, on va dire que c'est une phase qui est un catalyseur de co-conception. Donc, il ne faut pas qu'on se rate, clairement. Et donc, par rapport au lot électrique, il faut que le lot électrique soit mobilisé autour du BIM dès le départ du projet, avec une projection de ce qui est attendu ensuite, et donc pouvoir avoir planifié et donc ne pas subir les attentes d'un BIM manager autour d'objectifs ou autour d'un planning, on va dire non coopératif. Donc, un BIM manager, finalement, il est là pour répondre à des attentes maîtrise d'ouvrage, mais pas que. Il est là pour faire en sorte que ce que souhaite déployer la maîtrise d'ouvrage soit le plus facile, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre soit le plus facilité possible. Et je reviens aussi sur quelque chose de très important. Un des rôles principaux du BIM manager, au-delà de la mobilisation des équipes et de la tenue du planning, c'est de vérifier la qualité des données. Donc, je ne sais vérifier une qualité de données que si je sais quoi vérifier. D'accord? Et donc, pour savoir quoi vérifier, il faut que j'ai des indications précises sur les attendus, notamment pour le lot électrique, parce que, bon, on va dire, les BIM managers sont tous, mine de rien, sont pas des grands généralistes, sont mine de rien spécialistes dans un domaine. Donc, je ne vais pas être, moi, par exemple, spécialiste du lot électrique. Par contre, si je sais que à telle phase, pour pouvoir faire mes calculs, il me faut telle et telle information que je sais être générée d'un côté par l'architecte, de l'autre par le bureau d'études, eh bien, je saurai les vérifier et je saurai faire remonter, on va dire, je saurai faire remonter les attentes et je saurai décoincer ou faire en sorte qu'un processus BIM soit fluide. Voilà. Merci Marseille. Donc aujourd'hui, en fait, le message qu'on souhaite passer, et Marseille le détaillera vraiment beaucoup plus que moi, et vraiment dans les processus de conception et de production, le message qu'on souhaite passer, c'est vraiment, autant on sait qu'on doit monter en charge ou en détail en fonction des phases de conception, il est nécessaire de monter toujours autour de quelque chose de significatif qui répond aux besoins du projet. Et donc, aujourd'hui, nous invitons vraiment les maîtrises d'ouvrage ainsi que les maîtrises d'œuvre, parce que comme je le disais tout à l'heure, la maîtrise d'ouvrage ne va peut-être pas tout détailler, mais il est important que plus on détaille les besoins dans le lot électrique, quand est-ce que je veux voir apparaître les équipements ou les terminaux, parce que j'ai besoin de les quantifier, parce que j'ai besoin de les caractériser, parce que j'ai besoin de les lier à un système, etc., eh bien, il faut le déterminer et l'indiquer précisément. De quelle façon je veux voir apparaître ces terminaux? Est-ce que je les veux en 2D? Est-ce que je les veux en 3D? Est-ce que je les veux avec des connecteurs? Etc. Et au BIM manager par la suite on va dire, de s'entendre avec les acteurs du projet pour être en raccord sur qui produit quoi et quand. Donc aujourd'hui, il est clair que peut-être cela prend du temps de déterminer ce niveau de détail de manière précise, mais il est important qu'il en va, je dirais, de la réussite d'un processus BIM. Alors, Marseille, s'il te plaît, tu pourras peut-être, on va dire, étayer mes propos. Donc, on a échangé avec Marseille et on a évoqué deux objectifs BIM qui soient, je dirais, assez souvent identifiés dans les projets BIM. On va avoir les calculs énergétiques et puis le dimensionnement des locaux techniques, par exemple. Donc, en règle générale, ce qu'on va retrouver, c'est après les objectifs BIM, on va retrouver des attentes en termes de modélisation. D'accord? Et donc, quand on retrouve des attentes en termes de modélisation, on va demander, par exemple, la modélisation de la conception ou la modélisation du bâtiment, la modélisation des ouvertures, la désignation de la nature des matériaux de l'enveloppe. Et idem pour le dimensionnement des locaux techniques, par exemple, on va avoir la modélisation des équipements impactant le volume. Eh bien, merci, ça va. Attends, je n'ai pas fini. Tu peux revenir, s'il te plaît? Pardon. Et non, je finirai juste que, en fait, tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que
l'attente en termes de modélisation BIM ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'attente en termes de modélisation BIM doit être un niveau d'information attendu pour la production BIM. Et donc un niveau d'information pour chaque composant identifié de la maquette numérique correspondant à un ouvrage dans le projet. Donc pour le lot électrique, eh bien, on est quand même malgré tout, pour être précis et pour faciliter le contrôle de la donnée et l'exploitation de cette donnée-là, essayer de décortiquer au maximum notre bâtiment ou notre ouvrage je dirais, en composant de la maquette numérique nécessaire à l'atteinte de ces objectifs BIM, justement. Donc moi, bon voilà, ma petite idée, on va dire, en tant que BIM manager, c'est que si demain j'ai, alors bien sûr, toujours autour des enjeux du projet, il faut jamais oublier que le BIM, il est là au service du projet, il n'est pas là au service du BIM. Et donc, pour moi, des objectifs BIM clairs, accompagnés d'usages potentiels qui éclaircissent justement je dirais le côté un peu plus opérationnel de ces objectifs BIM, plus un niveau d'information le plus clair possible, le plus détaillé possible en fonction de chaque phase, nous permet d'avoir un vrai processus BIM au service des enjeux du projet. Et Marseille et Jérôme le détailleront bien lorsqu'ils vont justement aller sur le terrain de la caractérisation des maquettes numériques autour des objectifs que vous aurez définis justement pour la phase conception. Merci CCM et de cette intervention et de ta vision. Et vraiment, ce qui est pertinent de dire, c'est vraiment le fait de vraiment préciser la demande. Tu le dis vraiment très bien. Et le fait que la maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'avec la maîtrise d'œuvre, précise la demande, permettent en fait de dire quelle solution je vais mettre en place, comment je vais pouvoir répondre à ce besoin, parce que la maîtrise d'ouvrage, tel usage est en attente de telle information. Donc il n'y a que, en fait, à ce moment-là, une solution, que des solutions logicielles sont pertinentes. Parce qu'il y a un besoin, il y a un attendu, et face à cet attendu, on va pouvoir y répondre par des solutions technologiques et pour solutionner le besoin. Et c'est vrai que lorsqu'on commence un projet, très tôt dans le projet, même en phase d'esquisse, en phase d'APS, on va pouvoir concrètement intégrer le lot électrique. Souvent, on dit ouais, le lot électrique n'arrive que très tard, qu'en phase APD ou autre. Mais aujourd'hui, si on veut régler concrètement des défis de consommation, si on veut savoir si on peut, on intègre de plus en plus cette variable de production énergétique, que le bâtiment produit ses propres énergies. Et ça, ce sont des décisions, décisions, des objectifs à définir dès le départ du projet. C'est pas un pro ou un APD qu'on va décider qu'on va mettre de la photovoltaïque. Tout doit être estimé avant parce qu'encore une fois, tout ce qu'on va décider très tôt va impacter le projet. Donc bien sûr, on va pouvoir faire très tôt donc des analyses des analyses sur l'impact énergétique et donc élaborer une stratégie énergétique très tôt. Donc en utilisant des solutions Autodesk qui sont dans Insight, on va pouvoir faire des analyses autour d'un projet. Ici, on va travailler sur un bâtiment atelier sur lequel on va essayer d'équiper. En utilisant Insight, on va pouvoir analyser les matériaux, vérifier quel type de matériaux on va pouvoir utiliser, faire des simulations sur les types de déclairement, sur les apports de lumière, sur les charges, faire des simulations sur l'aspect photovoltaïque. Donc, on va pouvoir utiliser très tôt sur l'aspect volumétrique, faire des simulations du projet et voir en fonction des ouvertures quels sont les apports de lumière qu'on va pouvoir apporter dans le bâtiment. Donc directement sur ces types de maquettes, alors qu'on ne parle pas encore d'implantation, on ne parle pas encore d'objets, on va pouvoir vérifier et simuler et analyser les différents
scénarios qu'on peut prendre dans la maquette. Et donc, effectivement, Revit va pouvoir nous permettre de faire plusieurs scénarios, notamment de mettre en place tout ce qui est analyse solaire pour une production d'énergie en photovoltaïque en utilisant les solutions Revit. Par exemple, ici, sur le même projet, je fais une simulation sur un projet qui se trouve, par exemple, à Paris. On déplace ce projet, on dit qu'on va le mettre à Marseille. À Marseille, par exemple, on va le localiser ailleurs. On va voir que l'économie qu'on va dégager, qu'on va pouvoir voir la production, qu'on va pouvoir produire enfin l'énergie qu'on va pouvoir produire en fonction de la localisation du site. Donc, on rentre dans une phase de simulation où on va pouvoir concrètement prévoir, anticiper et évaluer et mieux orienter la maîtrise d'ouvrage dans ses choix de production énergétique. Et donc, une fois qu'on a défini cet aspect énergétique, on va pouvoir justement commencer, en fonction des choix qu'on a définis, à gérer l'aspect implantation, l'aspect consommation dans le bâtiment, l'aspect dimensionnement de locaux techniques. On va pouvoir commencer à penser la distribution dans la maquette. Et c'est là donc qu'on va pouvoir très simplement s'orienter à la réalisation de l'installation concrètement dans la maquette numérique qui va répondre, encore une fois, aux objectifs qui sont décrits dans les conventions, dans les cahiers de charges, qui va répondre aux attentes. Une chose qui est très importante, par exemple, dans une solution comme Revit, c'est l'aspect gabarit. Par exemple, lorsqu'on va démarrer un projet électrique, ce gabarit doit pouvoir intégrer, en fait, les différents éléments qu'on va avoir besoin pour pouvoir produire dans la maquette. On va pouvoir identifier, par exemple, tout ce qui est type de câble, tout ce qui est distribution, domaine de tension. Sur l'aspect équipement aussi, l'aspect équipement va être très important dans la démarche BIM, à savoir quels sont les équipements qu'on va utiliser, comment ils vont être classifiés, comment ils vont être identifiés, à quel niveau de développement. Donc ici, j'ouvre par exemple un transfo où je vous montre concrètement comment on va pouvoir identifier ce transformateur avec, par exemple, son omniclasse, avec pouvoir l'identifier concrètement. C'est des choses qui sont très importantes. Ici, lorsqu'on va créer, par exemple, les familles, il faut absolument que toutes les familles d'objets soient clairement identifiées par sa classification pour pouvoir permettre, en fait, le transfert, pouvoir permettre la communication et l'identification de l'identification de l'objet dans les processus d'échange avec d'autres solutions en Open BIM, etc. Donc, l'idée ici, une fois qu'on a identifié les différents équipements avec lesquels on va travailler, on va pouvoir, à partir de la maquette, commencer à gérer la distribution. Donc rapidement, donc bien sûr, il y a cet aspect famille qu'il faut gérer, donc voir comment on va pouvoir les intégrer. Ici, on va implanter tout ce qui est cellules, ces cellules de distribution, moyenne tension. On va pouvoir insérer tout ce qui est transfo, gérer toute la partie TGB distribution. Et l'idée ici, on va pouvoir travailler, ce qui est intéressant, sur des zones. Donc, avant de pouvoir parler d'équipements terminaux, l'idée ici, c'est de pouvoir se dire qu'on va faire une simulation sur des zones et dans ces zones de distribution, on va affecter des charges, des charges d'éclairement, des charges de force, des charges HVAC, et on va pouvoir justement réaliser un premier bilan de puissance, à savoir que quelles sont justement la consommation qui va être impactée dans chaque zone et pouvoir, dès cette étape, réaliser une distribution. C'est-à-dire on va pouvoir câbler sur ces charges sur chaque enfin sur les distributions respectives couvrant chaque zone, et à partir de là, réaliser un premier synoptique de distribution. Et à ce stade, en fait, on va pouvoir concrètement
une fois qu'on a réalisé toute l'aspect circuit, on va aussi pouvoir tracer tout ce qui est chemins de câbles principaux, les réseaux principaux qu'on va déterminer dans l'espace. Donc, dans cette phase APS, voilà, l'idée, c'est sans avoir à implanter les terminaux, pouvoir anticiper les consommations en simulant des charges fictives et tracer les cheminements principaux et pouvoir sortir une première note de calcul. Et donc, effectivement, dans Revit, on va pouvoir réaliser un bilan de puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade, pouvoir se dire, je veux pouvoir interfacer mon projet en APS, avoir une note de calcul normalisée et en utilisant des solutions. Est-ce qu'il existe des solutions dans cette phase qui va me permettre, sans avoir dans le détail des terminaux, pouvoir sortir ma note de calcul? Jérôme, est-ce que quelle solution Trace aurait à nous proposer justement pour pouvoir continuer et dimensionner cette installation? Donc, pour présenter un peu notre offre, donc sur la prochaine diapo, on va voir passer. Donc, ça présente le processus proposé. Donc, on est sur un processus Open BIM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger directement, collaborer avec une maquette qui a été faite sur Revit ou un autre logiciel d'architecture grâce au format d'échange qui est l'IFC4, qui garantit l'interopérabilité. Donc, EleCalc va permettre d'être complémentaire à Revit pour apporter la couche sur le lot électricité. Donc, pour ça, on va rapatrier la maquette numérique dans EleCalc et on va pouvoir commencer à créer les circuits, gérer le routage des câbles, commencer le dimensionnement, gérer tout l'aspect normatif et pour coller au cercle vertueux du BIM, resynchroniser toute la data pour, au final, va délivrer, là, dans cette étape-là, un DCE numérique. Donc, pour illustrer ce processus, donc j'ai une petite vidéo, si tu peux passer, Marseille, s'il te plaît. Donc là, on reprend typiquement l'exemple de la précédente maquette où on a commencé à positionner des charges fictives. Donc là, à cette étape-là du projet, on va travailler sur des ratios, donc 3 typologies de charges de définir, CVC, force et éclairage. Et à partir de là, on a identifié 3 zones dans le projet. Donc une zone machine, une zone nord et une zone sud. Donc on a les premiers équipements du local technique d'implanter. Donc à partir de là, on a toutes les informations pour pouvoir exporter ça directement dans EleCalc et pour pouvoir avancer sur justement l'aspect électricité. Donc on a un plugin directement intégré à Revit qui va permettre de faciliter cet échange-là. L'IFC4 est géré nativement dans Revit, mais là en un clic, vous allez pouvoir exporter cette maquette numérique. Donc maintenant, je peux basculer dans l'environnement d'EleCalc. Donc là, voilà l'interface d'EleCalc qui va permettre de gérer tout type de dimensionnement haute et basse tension. La première étape va consister à rapatrier cette maquette numérique. Donc là, on vient charger le fichier IFC qu'on vient d'exporter. Donc à l'ouverture, on va avoir un viewer aussi de disponible, ce qui va permettre de gérer en totale autonomie son étude métier. Donc on va afficher le viewer. Là, on va retrouver évidemment toutes les informations géométriques, mais bien sûr toute la data. Donc l'objectif numéro 1 du BIM, c'est vraiment d'avoir cette continuité de la data à tous les niveaux et arrêter de ressaisir à chaque fois les mêmes informations. Donc là, j'ai caché les espaces. Là, on va retrouver nos charges fictives sur les 3 niveaux de zone. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à constituer son synoptique. Donc là, sur la partie gauche, on a la base du local technique. Donc, si on a intégré un gabarit cohérent et que la classification des familles a été faite aussi de façon rigoureuse, on va pouvoir nous détecter en automatique la typologie d'objets. Donc là, les récepteurs fictifs sont assimilés à des récepteurs génériques. Donc sur la partie gauche, dans l'explorateur IFC, on a les différents composants. La partie droite, on va retrouver déjà tous les tableaux d'implantés. Donc là, on a les 3 TGBT. Donc, on va pouvoir maintenant construire directement les circuits à partir
des informations présentes dans l'explorateur IFC. Donc là, je vais sélectionner toutes mes charges fictives et je vais les associer sur un premier tableau. Là, on va formuler une première hypothèse. L'objectif, c'est de déjà commencer à valider et définir les caractéristiques des alimentations. Donc pour ça, l'objectif, ça va être de constituer une base de bilan de puissance. Donc là, j'ai mes premiers circuits génériques. Donc un circuit générique pour le moment, donc ça va être une protection, un câble et un récepteur. Donc à partir de là, je vais pouvoir lancer en automatique la création de mon synoptique. Le langage de l'électricien, ça reste le synoptique, un unifilaire, où donc là, il va pouvoir commencer à faire ses premières simulations. Donc là, l'import est terminé, donc on va pouvoir maintenant naviguer directement dans le synoptique où on retrouve donc les différents circuits qui ont été constitués par typologie de charge. Donc derrière, pour affiner la représentation, on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est localisation. Donc là, les trois zones qu'on a pu définir au préalable, donc là, on retrouve bien notre zone nord, notre zone sud en préfixe de la charge. On va directement rapatrier tout ce qui est localisation dans le projet. Donc, les zones jusqu'aux différents tableaux. Donc, ces localisations-là, donc là, vous retrouvez la liste de toutes les zones et tous les espaces qui ont été déclarés directement dans la maquette jusqu'aux différents TGBT. Donc, on va pouvoir directement sur ce synoptique-là implanter les zones pour améliorer la lisibilité de ce synoptique-là. Donc là, je positionne une première zone machine. On va pouvoir faire la même chose pour la zone nord et pour la zone sud. Et derrière, donc là, je vais pouvoir ensuite commencer à lancer le bilan de puissance. Donc, on va être sur du calcul en temps réel. Dès que je vais modifier un paramètre, je vais avoir l'impact sur les caractéristiques de l'installation. Donc, pour ça, maintenant qu'on a défini les hypothèses de charge, on va pouvoir commencer à faire les simulations de sources. Donc, on peut partir déjà sur une première hypothèse, donc un poste privé, c'est-à-dire qu'on va implanter donc, une source, donc un transformateur HTBT. Donc, dès qu'on a mis le transformateur, le bilan de puissance, comme vous pouvez voir sur la partie basse, va être lancé. Là, on est sur une hypothèse d'un transfo de 1000 kVA. Donc, on va voir son taux d'utilisation, donc de 29%, et le besoin, donc au niveau de la puissance. Donc là, on a besoin de moins de 300 kVA. Donc, ça veut dire qu'on peut tout de suite ajuster et passer, par exemple, sur un poste de 630 kVA. Donc, ce qui nous permet déjà d'avoir un premier ordre de grandeur sur les besoins électriques. Et en parallèle, si on souhaite commencer à gérer du foisonnement, donc là, on peut appliquer un taux de simultanéité sur TGBT pour commencer à affiner ce premier niveau de bilan de puissance. Donc là, ainsi, on a un premier état du besoin électrique et on va pouvoir aussi adapter si on veut intégrer des énergies alternatives, donc des énergies renouvelables comme le PV. Donc voilà l'idée de cette première étape en phase APS. Merci Jérôme, très intéressant cet aspect de pouvoir continuer le travail avec un échange IFC qui va récupérer l'information depuis la maquette et peu importe d'où est produit la maquette et la compléter et l'enrichir. Et donc, une fois effectivement qu'on a passé cette première phase, on va pouvoir continuer justement la maquette. On a un premier niveau de bilan de puissance, à savoir que la solution est bidirectionnelle. Elle va pouvoir remettre à jour la maquette et réimporter les données si nécessaire pour compléter la maquette dans cette phase. Et donc, continuer sur la phase APB Pro pour pouvoir justement optimiser les synoptiques, optimiser les bilans de puissance, et équiper le plan, définir le plan d'implantation et améliorer la note de calcul. Cet aspect équipement est donc très important dans la maquette numérique où on va pouvoir gérer les terminaux. Donc la gestion des familles, comme je l'ai dit précédemment, est vraiment très importante où il va falloir bien classifier, notamment comme la DCM, les données et les propriétés attendu dans les objets, et ça doit être clairement spécifié dans la convention et aussi dans les besoins du cahier de charge, qui va être spécifié par la maîtrise d'ouvrage. Donc ici, on va prendre un exemple où on va continuer à implanter
les terminaux, où je vais juste prendre un exemple, par exemple, ce que permet de faire Revit sur l'aspect éclairage, c'est qu'on va pouvoir implanter en vérifiant en fait sur des niveaux d'éclairement requis. Par exemple, ici, on va travailler sur une zone où on va pouvoir définir quel est le niveau d'éclairement requis et lorsqu'on a atteint le niveau d'éclairement requis, on met une alerte pour que ça passe en rouge. On va au fur et à mesure qu'on implante, ici, qu'on implante des luminaires dans cet espace, donc le niveau d'éclairement attendu change. Donc, c'est des outils qui vont nous permettre en fait d'optimiser et permettre de nous guider dans l'orientation sans avoir utilisé un outil tierce. Tout ça, c'est natif dans Revit pour permettre de créer des tableaux de contrôle. Et après, bien sûr, de pouvoir câbler directement tous les équipements parce qu'on va pouvoir avoir ce gestionnaire de circuit qui va permettre de gérer et de connecter tous les équipements et définir la distribution de tout type de terminaux et voilà, et pouvoir gérer tout cet aspect force. Et donc, c'est à partir de là, une fois qu'on a défini voilà, tous ces terminaux, qu'on a fini cette implantation détaillée, qu'on va pouvoir définir tous les circuits, voilà, gérer les commandes de différents circuits, qu'on va pouvoir bien sûr affecter tous les équipements à différents tableaux qui sont sur le plan. Donc Revit va vraiment permettre de gérer cette distribution et de clairement décrire la maquette numérique électrique dans la maquette. Donc aujourd'hui, voilà, on n'est pas tenu à rendre une maquette juste avec des objets sans intelligence qui ne sont pas connectés, parce que voilà, on a cette capacité de gérer la distribution et d'avoir cette vision sur toute le synoptique, hein, le logique des équipements câblés, de pouvoir sortir un bilan de puissance rapidement dans Revit et bien sûr récupérer le calcul normatif de chez Trace. Et enfin, bien sûr, en phase pro ou dans cette phase conception, on est amené à faire de la synthèse, on est amené à faire la synthèse, à vérifier, si ce n'est pour son propre lot, qu'on n'est pas en conflit avec voilà, la clim, le NEC, l'archi. Donc, il y a des outils qui permettent de faire une pré-synthèse, voilà, pour pouvoir détecter les conflits, prévoir les réservations. Donc, dès ce stade, en utilisant simplement les outils de Revit, on va pouvoir voilà, améliorer son implantation et sa distribution et aller optimiser le calcul. Donc, c'est à ce stade, une fois qu'on a vérifié tout ça, on peut effectivement retourner vers l'outil de calcul pour pouvoir optimiser l'échange, optimiser le calcul que va reprendre Jérôme. Donc là, pour poursuivre dans le processus, donc là, en effet, maintenant, on a implanté les principaux terminaux. Donc, sur cette vidéo-là, donc là, on est toujours sur la même maquette de base, sauf qu'on est venu positionner les principaux récepteurs d'éclairage, prise de courant, force motrice. Et ils ont été renseignés directement depuis le système de création des circuits disponibles dans Revit. Donc, on a déjà la base de la distribution électrique. Donc, tout ce travail-là, on va pouvoir l'exploiter dans EleCalc pour affiner son bilan de puissance. Donc, toujours le même principe, exporter cette maquette numérique, créer toujours un export au format IFC4 qu'on va venir rapatrier directement dans EleCalc. Donc là, on rebascule dans l'environnement d'EleCalc et donc on va pouvoir directement charger cette maquette-là. Donc on aurait pu tout à fait décomposer la maquette soit par lot, soit par niveau pour des projets beaucoup plus complets. Donc, c'est-à-dire qu'on peut générer 3, 4 IFC et venir derrière les refusionner directement sur EleCalc, qui va permettre de simplifier la gestion des évolutions derrière. Donc, je retrouve bien mon explorateur avec le viewer IFC. Et là, j'ai bien l'ensemble des composants avec toutes leurs caractéristiques. Donc, on va venir se baser sur la classe IFC ou le numéro OmniClass pour, encore une fois, détecter leur typologie en automatique. Donc là, je suis sur une prise de courant, c'est détecté en automatique.
un luminaire, pareil, on va se baser sur sa classe IFC. Au niveau des tableaux, on va récupérer toutes les propriétés pour gérer le nommage. Si on fait évoluer le nommage et pas se baser simplement sur l'ID. Donc là, on a nos 3 TGBT qu'on peut visualiser directement. Et donc maintenant, je vais pouvoir, si je le souhaite, rapatrier tous les circuits qui ont été déclarés sur Revit. Donc on a un import de circuits. Donc là, on retrouve dans cette liste-là donc tous les circuits avec la hiérarchie qui a été déclarée dans Revit. Et en un clic, on va le retrouver automatiquement complété dans cet explorateur-là. On retrouve bien tous nos circuits et on va affecter un circuit type en face de l'éclairage. On va mettre un circuit type d'éclairage multiple. Donc maintenant, je peux lancer la création du circuit, du synoptique. En un clic, vous voyez, là, je suis en train d'implanter toute la distribution directement sur le synoptique. Donc l'import est terminé. Donc on va retrouver un folio par tableau. Donc là, on a le premier TGBT avec la source, TGBT avec tous mes récepteurs d'éclairage et on alimente les 2 tableaux divisionnaires sud et nord. Donc tout ça a été construit automatiquement à partir des circuits qui ont été déclarés sur Revit. Donc on a les renvois dynamiques pour pouvoir basculer d'un folio à l'autre. Et derrière, pour pouvoir aller plus loin, là par exemple, je sais que la zone sud n'a pas été traitée sur Revit. Donc on a une autre solution qui consiste à créer les circuits directement à partir des espaces. Donc là, je vais choisir déjà quel type de circuit je souhaite gérer. Juste l'éclairage et prise. Les règles, combien de circuits, enfin de récepteurs je souhaite circuit. J'ai juste à sélectionner mes espaces et là, sur quel tableau je souhaite raccorder. À partir de là, il va me créer automatiquement mes circuits à partir des espaces. Il va détecter les luminaires en présente à l'intérieur de ces volumes-là et me faire un découpement par 6 ou par 8, suivant ce que j'ai défini comme règle. Donc maintenant que c'est intégré dans l'explorateur IFC, je n'ai plus qu'à resynchroniser avec mon synoptique. Donc là, automatiquement, vous retrouvez tous vos circuits. Donc en quelques clics, comme ça, vous commencez à construire votre schéma directeur, tableau par tableau, ce qui va vous permettre derrière d'avoir un état précis du bilan de puissance, puisque vous allez avoir déjà l'ensemble des charges renseignées. Donc au niveau des charges, donc là, on a complété l'ensemble, donc toute la base. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller plus loin sur d'autres contrôles, notamment s'attarder sur le prédimensionnement des chemins de câbles. Donc pour ça, on va commencer à gérer ce qu'on appelle le routage des câbles. Donc c'est-à-dire relier le tenant et l'aboutissant pour pouvoir récupérer automatiquement une longueur de câble. Donc là, comme vous pouvez voir, ces 2 câbles-là, pour le moment, la longueur est à 0. Je vais lancer, grâce à l'algorithme de routage, donc un routage automatique. Donc, il va me détecter le chemin le plus court entre les 2 composants pour pouvoir donc gérer la liaison et récupérer une longueur de câble. Donc là, vous voyez en rouge le tenant, l'aboutissant, avec le chemin emprunté directement. Donc maintenant que j'ai une longueur de câble, ça va me permettre de pouvoir faire un premier dimensionnement de mes liaisons, donc de mes circuits. Donc pour ça, j'ai juste à sélectionner mes circuits et je vais lancer une conception automatique. À partir de là, il va m'effectuer mes réglages. Il me définit un réglage thermique, il m'affecte une section de câble en conséquence. Maintenant que j'ai une section de câble, on peut être un peu plus précis, même gérer des modes de pause pour avoir des facteurs de déclassement derrière. Je vais pouvoir affecter des références matérielles. L'intérêt d'affecter une référence matérielle, ça va être de récupérer le diamètre extérieur du câble. Une fois qu'on connaît le diamètre extérieur du câble, on va pouvoir mettre en évidence des contrôles comme le taux d'occupation dans les chemins de câble. Le taux d'occupation, on va récupérer la section du chemin de câble qui a été définie dans Revit. Donc là, une première hypothèse avec des dalles de 500. Vu que je connais le nombre de câbles qui cheminent à l'intérieur d'un tronçon et leur section, donc là, je mets en évidence. Donc là, j'ai que 2 câbles, donc j'ai un taux d'occupation à 3%. Donc au fur et à mesure, je vais voir l'évolution et pouvoir affiner
justement ce dimensionnement. Je peux mettre aussi en évidence le poids linéique pour voir si au niveau du supportage, tout va être cohérent. Donc voilà pour la suite. Donc maintenant que j'ai fait ces contrôles complémentaires, on va pouvoir terminer, on peut lancer le routage pour l'ensemble des câbles. Comme ça, on aura déjà un premier ordre de grandeur pour les métrés complets pour les longueurs de câbles. On va pouvoir à tout moment gérer des évolutions. Donc voilà, sur la maquette, finalement, pour une raison X ou Y, le tableau nord a dû être déplacé. Donc on va pouvoir resynchroniser ces modifications-là. Donc je génère un nouvel export au format IFC que je vais pouvoir rapatrier dans mon projet d'origine. Donc la première phase qui a été faite en APS, on aurait pu gérer tout à fait une révision, puisque comme vous allez voir, donc, quand on importe cette nouvelle révision, on va détecter automatiquement les évolutions apportées au projet grâce à un code couleur. Donc, vous voyez en jaune la nouvelle position et en vert l'ancienne position. Donc là, on choisit de resynchroniser le projet pour prendre en compte toutes ces évolutions-là. Et derrière, on va voir l'impact directement en temps réel sur le synoptique. Donc l'impact va être sur la longueur de câble. Si je reviens sur mon tableau, donc j'ai un post-it pour m'alerter que l'objet a été déplacé. Donc, ce qui implique de relancer le routage du câble pour avoir la nouvelle longueur, si nécessaire. Donc, maintenant que j'ai toutes les informations, je vais pouvoir revalider maintenant mon bilan de puissance en phase APD et pareil, affecter tous les facteurs de foisonnement, taux d'utilisation et taux de simultanéité à tous les niveaux. Donc, mon bilan de puissance, je vais pouvoir l'exploiter sur chaque tableau, comme vous pouvez voir sur la partie basse, avec donc directement les consommations par phase et récupérer les puissances. Donc derrière, maintenant, le plus intéressant, ça va être donc la finalité de constituer son DCE numérique. On va pouvoir réinjecter toutes ces propriétés-là dans la maquette. Donc on a un export bidirectionnel. Donc tout ça, on va pouvoir le renvoyer directement dans Revit. Une fois qu'on a créé le lien entre les deux projets, donc là, on vient chercher ce lien-là, on va pouvoir tout simplement synchroniser les deux projets. Donc, je lance la synchronisation. Et donc là, on voit qu'il y a 3000 propriétés à importer. Donc, sur chaque composant, on va venir importer les propriétés qui ont été générées, ce qui va permettre de sortir toutes les nomenclatures derrière. Donc là, je sélectionne par exemple un luminaire, c'est un simple composant générique à la base. Et donc, sur la partie basse, on a toutes les propriétés issues des calques avec les puissances, le COSFI. Si on a mis une première référence matérielle, on va la retrouver. Tout ce qui est circuit électrique, vu qu'on a créé des nouveaux circuits, on va pouvoir resynchroniser aussi le navigateur de système pour venir implémenter avec ces nouveaux circuits. Donc voilà pour cette phase de dimensionnement en phase DCE. Merci Jérôme. Concrètement, moi je suis impressionné. Pourquoi? C'est sur l'aspect Open Beam. Bon, effectivement, il y a plusieurs solutions, plusieurs voies pour pouvoir développer des solutions, soit par des API ou autres. Là, c'est une offre qui permet vraiment de conserver la continuité et l'intégrité de l'information parce qu'à un moment donné, il y a un aspect contrôle et vérification lorsqu'on arrive dans Trace qui est vraiment pertinent avec un visualisateur qui permet de voir ce qu'on est en train de faire. Je trouve vraiment l'offre pertinente et encore une fois, va solutionner l'offre, va être une vraie solution dans la démarche BIM électrique, dans ces phases, qui va permettre aux acteurs de répondre à différents besoins. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, à ce stade, on aimerait vous poser une petite question, à savoir, vous, à partir de quelle phase intégrez-vous le lot électrique dans votre démarche BIM? Quand est-ce que vous faites du BIM en électricité? Je vais lancer le sondage. Merci Marseille. Je vais lancer le sondage. Alors en indiquant juste à tout le monde qu'on a pris un petit peu de retard, mais il y a tellement de choses à dire de toute façon sur le lot électrique, donc bon, on va pas trop économiser. Donc on va lancer le sondage. On va se donner 30 secondes de réponse, s'il vous plaît, et puis on va essayer de clôturer justement ce webinaire avec vous. Hop.
Merci pour vos réponses. On va vous laisser encore un petit peu. Super, merci à tous. Donc, je vais fermer le sondage et puis je vais partager les résultats avec vous. Et bien sûr, avec Marseille et Jérôme. Hop, on va fermer et on va partager. Hop, alors, je ne sais pas si Jérôme et Marseille, vous voyez les résultats. Mais je ne les vois pas, mais Oui. je veux bien que tu commentes. Alors, je vais quand même les commenter ou au moins les indiquer pour tout le monde. Donc, à la question à quelle phase utilisez-vous intégrez-vous le lot électricité dans la démarche BIM? Donc, on a quand même 30% des réponses des personnes qui ont répondu l'intègrent en phase APS, 30 également dans la phase APD, 13% en phase Pro DCE, 22% en phase EXE et 4% dans aucune phase. Donc en fait, bon, ils n'intègrent pas le processus ou la démarche BIM électricité dans un processus BIM. Donc c'est très intéressant de voir quand même que pas mal de nos participants intègrent l'électricité en phase APS et en phase APD. Et donc voilà, enfin ça correspond bien finalement à une démarche d'un acteur, on va dire, actif dans le processus BIM. Après, notre rôle à nous, c'est vraiment de vous aider à être raccord, on va dire, avec les attentes du projet et les attentes autour du processus BIM. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu. Donc, je vais masquer et puis on va clôturer en vous donnant la possibilité de poser vos questions. Alors, Marcel, je te laisse. Effectivement, on arrive. Le but de tout ça, juste pour conclure, effectivement, c'est de produire un DCE. Aujourd'hui, effectivement, on est dans cette attente de pouvoir produire un DCE numérique. On a quand même, dans le processus, tout n'est pas facile. Et je me base aussi sur l'expérimentation du DCE numérique dans le contexte du loi MOP qui a été mené en 2018 par PTNB. Et il y a eu un retour d'expérience sur, bien sûr, il y a un besoin de garantir l'interopérabilité, un besoin de monter en compétence des acteurs, parce qu'effectivement, si tous les acteurs électriques veulent intégrer la démarche, bon, il faut des personnes formées, il faut des achats, il faut pouvoir le faire, et garantir la continuité de la maquette numérique entre la phase conception et la phase exécution, c'est un vrai sujet, notamment par rapport aux responsabilités, par rapport voilà. Donc il y a des choses à aborder dans ce sens et je suis voilà, la technologie aussi va évoluer et permet de conserver la donnée. On voit très bien ici avec la solution avec les solutions de traces, de pouvoir récupérer un IFC, pouvoir continuer à travailler, enrichir, renseigner, etc. Donc on est dans cette démarche où, effectivement, pour pouvoir concrètement répondre, je vais conclure là-dessus, pouvoir répondre aux différentes attentes, aux différentes phases, il est nécessaire que la maîtrise d'ouvrage impulse à chaque phase et que les attentes de chaque phase soient clairement décrites pour qu'effectivement le lot électrique soit pleinement intégré dans la démarche. Donc, prochain rendez-vous, je vous donne rendez-vous donc le mardi 27 mai, donc à 10h, même heure pour la phase BIM électrique sur la vision des entreprises pour la phase exécution. Donc, je serai accompagné de Julien Drouet d'Autodesk et de Mehmet Yüksel de la société Alpi pour pouvoir justement compléter et commenter l'aspect exécution. Je remercie énormément Jérôme pour sa présence. Je remercie énormément Trace d'avoir accepté de jouer le jeu et de vouloir présenter leur solution qui amène vraiment une réelle solution dans ce processus par leur démarche OpenBIM. Et je vous laisse, voilà, si vous avez des questions, pouvoir poser vos questions. Alors, merci à tous les deux. Donc, oui, on a plusieurs questions. Alors, je vais commencer par une, je dirais plutôt générale et qui peut intéresser tout le monde. En fait, est-ce que les webinaires précédents sont-ils disponibles? Oui, bien sûr, les webinaires précédents sont disponibles en replay sur notre site internet. Donc, bien sûr, vous pouvez les visualiser ou si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à contacter marketing@manonmachine.fr pour avoir accès aux webinaires précédents. Alors, maintenant des questions un peu plus techniques.
On y va. Donc j'ai une question, enfin plutôt une remarque qui dit que toute la difficulté est lorsque le client pour lequel on construit un bâtiment n'est pas l'exploitant de ce même bâtiment. Donc c'est vrai qu'on avait pas mal évoqué la notion d'exploitation à Marseille en préparant ce webinaire. Et justement, est-ce qu'il est possible d'intégrer un exploitant lorsqu'on ne le connaît pas? Bah, pour répondre à cette question, je vais reprendre ce slide où justement dans la démarche BIM, il est vraiment orienté, conseillé et d'intégrer dès le début du projet ce qu'on appelle un cahier de prescription exploitant qui va prendre en charge l'idée de l'exploitation. On ne connaît pas l'exploitant, on connaît l'usage. Donc effectivement, l'idée, c'est d'associer ces besoins en amont du projet. Et donc, par ce cahier de prescription, tu vas prendre en compte les attentes. Parce qu'effectivement, faire de la maquette pour faire de la maquette, à la fin, on finit avec une maquette avec des données qui ne correspondent à rien, qui correspondent à aucune attente GMAO, à aucun processus, etc. C'est compliqué. Effectivement, on fait du BIM pour faire du BIM, etc. Donc, il est indispensable, effectivement, de prendre en compte l'aspect exploitation dans le projet. Alors, j'ai une question pour vous deux. On va voir si c'est Jérôme ou Marseille qui répond. Alors, par rapport à la modélisation, justement, en phase, je dirais, tôt dans la phase conception, on a une remarque qui dit qu'on risque de faire 2 fois le travail si on implante la distribution principale, donc chemin de câble, sans avoir représenté les appareillages et terminaux. Est-ce qu'on ne fait pas 2 fois le travail? Ou est-ce qu'on peut, justement, on a une solution qui nous permettrait de ne pas le faire 2 fois? Je ne sais pas qui veut répondre. Tu veux répondre, Jérôme, ou j'y Jérôme? vais? Oui, tout à fait. Oui, merci. Comme j'ai expliqué brièvement, on va être capable de gérer les évolutions de la maquette suivant les différentes phases. Donc en APS, on avait juste positionné des charges fictives. Dès lors qu'on va remplacer ces charges fictives par les récepteurs réels, on va pouvoir réexporter la mise à jour de la maquette et venir prendre en compte ces évolutions-là pour remplacer les charges fictives par ces charges réelles. Donc, le travail est au fur et à mesure implémenté et on ne recommence pas à zéro à chaque fois. Vraiment l'intérêt du BIM. Et ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'à un moment donné, dans chaque phase, on doit prendre des décisions, on doit orienter, on doit chiffrer, on doit conseiller. Et donc, l'idée de commencer à implanter, on ne commence pas par implanter tous les terminaux, on est bien parti sur des charges fictives. L'idée, c'est d'aider à prendre la meilleure décision, aider à mieux dimensionner, à définir concrètement les locaux techniques, à définir les enveloppes, avoir la meilleure estimation possible. Et après, effectivement, lorsqu'on a fini d'implanter les terminaux, on ne vient que préciser, confirmer une théorie, une hypothèse qu'on avait élaborée en amont. Mais l'idée de ça, c'est de ne pas faire une hypothèse en se basant sur rien, en se basant seulement sur des surfaces, c'est de faire l'hypothèse concrètement sur la maquette et de la voir évoluer. Et on refait pas pour moi, on ne refait pas 2 fois le travail, au contraire, on l'enrichit, on implémente la maquette. Je ne sais pas si tu es en phase avec ça, Jérôme. Tout à fait. Ok, donc une autre question encore de Monsieur Lay. Peut-on garder la main sur les circuits proposés de manière automatique? En fait, est-ce qu'on peut personnaliser les circuits proposés de manière automatique? Peut-être c'est une question pour Jérôme. C'est-à-dire si on veut des prises sur un disjoncteur dédié ou si on veut des zones spécifiques d'éclairage, etc., etc. Les repères, la façon dont on va repérer, etc. aussi. Donc oui, là, je vous ai montré le traitement semi-automatique à partir des espaces, mais derrière, on va pouvoir reprendre la main sur chaque paramètre. Justement, c'est l'objectif d'apporter cette flexibilité-là pour pouvoir gérer tous les cas de figure d'installation. Donc ça, on a des webinaires plus détaillés où on montre justement la prise en compte de ces différents cas de figure, où on vient vraiment construire le schéma directeur par rapport à ces contraintes. Le routage des câbles va venir prendre en compte également tout ce qui est ségrégation derrière pour venir optimiser un traitement. Merci. Alors, pardon Marseille, donc une question encore pour Jérôme, je pense, étude d'éclairement, est-ce que la solution proposée est aussi précise que les logiciels spécialisés pour sortir les études d'éclairement, type Relux? Alors, c'est vrai, les études d'éclairement dans Revit, encore une fois, on est en phase APS, APD, et on est dans l'hypothèse.
dans l'hypothèse. Et pour pouvoir arriver à une phase du projet où on va confirmer les décisions qu'on a prises en amont, il y a des outils qui vont vous permettre d'analyser. Effectivement, lorsqu'on commence un exé, lorsqu'on est en phase pro-exé, on veut confirmer les hypothèses, des solutions métiers permettent d'aller plus loin dans la démarche et de confirmer si ces solutions sont nécessaires. C'est comme aujourd'hui, dans Revit, je peux faire un bilan de puissance dans Revit, mais une solution trace, une solution métier est nécessaire. C'est pour ça que d'ailleurs, la présence de trace ici est très pertinente. C'est pour ça que d'ailleurs, dans ce webinaire, on invite différents éditeurs qui proposent des solutions pour montrer comment ils vont répondre aux besoins. Parce que on estime, on évalue en phase APS, en phase esquisse, et on va confirmer par des solutions métiers par la suite. Et c'est un processus qui est complémentaire en fait. Hein. Jérôme, okay. Tu veux ajouter quelque chose, Jérôme? Non, c'était très complet. Donc, pour cette question-là, il n'y a pas. Ok, alors je pense que c'est une question pour Marseille. Est-il possible d'intégrer des luminaires dans une même zone, mais que ces deux luminaires soient rattachés à deux tableaux différents? Je pense que c'est pour moi. Non? Alors, oui, dans une même zone et deux luminaires. Effectivement, c'est un aspect de connecteur. Dans Revit, on verra qu'on va gérer le connecteur de l'équipement. Et donc, comme en physique, hein, si vous voulez ramener deux câbles, il faut deux connecteurs. Donc, dans Revit, il faut deux arrivées. Dans Revit, on va pouvoir gérer les connecteurs. Effectivement, si l'équipement possède plusieurs connecteurs, donc chaque connecteur va pouvoir être alimenté par différents tableaux, que ce soit par de la commande ou par une source secours. Enfin, voilà, ça peut être, oui, tout à fait possible. On a enfin, Jérôme? Oui, c'est ça. On n'a pas la contrainte des espaces pour faire les regroupements de circuits. C'est-à-dire qu'on peut imaginer la zone nord, l'éclater pour alimenter depuis un tableau une moitié et alimenter l'autre moitié depuis un autre tableau. Et même mixer au sein du même espace. Donc ça, il n'y a pas de souci. Notre solution va le prendre en compte sans souci. Très bien, on a plein de questions. Est-ce que le volet consommation et production d'énergie n'est pas plutôt à gérer dans les lots chauffage et refroidissement? Alors, effectivement, non, mais je pense, alors, consommation et production d'énergie, là, on va produire de l'énergie solaire, on a besoin de savoir la source d'alimentation, la puissance d'alimentation. Et après, dans tout ce qui est, il y a en phase APS ce qu'on appelle la simulation thermodynamique qui permet justement d'évaluer les consommations, chauffage, clim, etc. Et l'idée, quoi qu'il en soit encore une fois, le chauffage, la clim, il faut les alimenter. Il faut alimenter ces données et ces données sont des charges à prendre en compte dans un bilan de puissance. Donc, l'idée, c'est pas de. On est dans une co-construction et quoi qu'il en soit, à un moment donné, l'acteur clim, l'acteur climaticien doit fournir sa consommation. Et l'électricité doit le prendre en compte. Donc, il y a deux aspects. L'aspect, j'évalue la production solaire, la production énergétique, qu'on vous a démontré, et l'aspect, je fais un bilan de puissance en fonction des différentes charges à alimenter. Donc, on est pleinement dans le rôle. On est enfin, Jérôme? Oui, ce qui va nous intéresser, c'est de définir le ratio à considérer. Par exemple, pour les charges HVAC, la zone machine, on va définir tel ratio et à partir de là, on va extraire par rapport à la surface pour générer cette charge fictive. Donc, le lot CVC va donner et valider ce ratio-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans Revit, je compléterai juste là-dessus, aujourd'hui, dans Revit, on est obligé d'implanter des charges fictives. Contrairement, par exemple, dans les lots clim, où on va pouvoir associer les espaces à des zones et donc gérer la distribution comme ça. Ce qui serait d'ailleurs une vraie évolution, c'est de pouvoir permettre d'affecter des espaces à un tableau pour pouvoir justement sans avoir besoin d'intégrer ces charges fictives et de dire que telle zone, on attend telle consommation en fonction de la charge. Et ça, c'est des évolutions que je pense que seraient vraiment intéressantes pour éviter. J'ai une question très précise pour Jérôme, c'est comment avoir une licence ElecCalc? Donc ça, on pourra revenir vers vous justement pour vous expliquer la procédure. Très bien. Alors, il y a pas mal de questions. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Je vais peut-être… alors…
Après, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir les répondre après par la suite. On aura les questions. On peut en prendre quelques-unes encore, Jérôme. Oui, on va en prendre 2 encore. Donc j'ai 2 questions encore. Avez-vous la capacité de prédimensionner les armoires électriques pour les locaux techniques? Prédimensionner les armoires électriques. L'idée, tu compléteras Jérôme, hein, mais l'idée de tout ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait. Hein. L'idée de partir sur des charges fictives, l'idée c'est d'évaluer, c'est de pouvoir justement prédéterminer l'armoire et pouvoir connaître le nombre de départs et pouvoir connaître son enveloppe, etc. D'accord, allez, Tu veux compléter, Jérôme? Donc oui, il est possible d'intégrer toutes les références fabricants sur l'ensemble des composants. Du coup, on va pouvoir derrière récupérer les dimensions de chaque protection pour justement valider l'enveloppe. Voilà. Et là, effectivement, on travaille en phase pro, on est sur du générique. Alors, dans une démarche LAMOP, on travaille effectivement sur des enveloppes génériques et on verra donc dans notre webinaire le mois prochain comment justement on va pouvoir convertir ces objets génériques en objets fabricants, etc. Et c'est là ça va être effectivement qui va être très riche et très intéressant. Mais l'idée de très tôt, parce que très tôt on doit dimensionner ce local technique, on doit avoir une idée la plus précise possible des enveloppes, des réservations, des sorties de chemin de câble des locaux techniques, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'on commence par faire une pré-modélisation qu'on va enrichir. Pour répondre à la question de précédemment, on n'est pas dans une démarche où on fait pour refaire. On fait et progressivement on enrichit, on implémente. Ok, j'en prends une dernière justement qui parle un petit peu des circuits d'éclairage. Donc, dans le calcul de vos circuits d'éclairage, quelle longueur de câble est prise en compte? La plus proche, la plus éloignée, correspondant au dernier luminaire? En fait, Vas-y, Jérôme. encore une fois, l'intérêt, ça va être de pouvoir décrire avec une grande précision l'état. C'est-à-dire qu'on va venir positionner chaque récepteur et on va venir gérer le routage des câbles entre chaque liaison. Donc, si on a un raccordement en cascade, on va avoir une première liaison de câble entre le tableau divisionnaire et le premier luminaire, et après, chaque liaison intermédiaire. Donc, le dimensionnement, que ce soit pour la chute de tension ou pour le réglage magnétique, va prendre en compte toutes les liaisons intermédiaires. Donc, on ne va pas simuler toute la charge à l'extrémité et à l'inversement, on ne va pas se limiter à prendre en compte juste la longueur du câble au niveau du premier luminaire. On a vraiment ce niveau de détail. Bon, allez, une dernière de Monsieur Lay quand même. Est-ce qu'il existe dans les applications Revit une recherche automatique chez les différents fournisseurs les évolutions technologiques impactant les dimensions des équipements électriques? Exemple, transfert ou TGBT par exemple. Je pense que c'est une question qui s'adresse aux deux. Enfin, il y a un côté Revit et peut-être un autre côté plutôt objet fournisseur. Jérôme? Alors, oui, effectivement, sur les objets, Jérôme, tu peux compléter ton offre avec ce que vous proposez sur la recherche d'objets. Mais nous, Man Machine, on a une solution qui s'appelle Beam Booster qui permet de gérer les équipements. Parce qu'effectivement, c'est assez fastidieux lorsqu'on commence à implanter. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais lorsqu'on commence à implanter, de pouvoir explorer l'explorateur Windows pour aller chercher les objets, etc., c'est pas toujours évident. Donc, avoir ce qu'on appelle un object manager, un outil qui permet de gérer les objets par projet, etc., voilà, c'est très pertinent dans le processus. Bon, en natif, il n'y a pas un outil qui permet de gérer les familles, mais il existe différentes solutions qui permettent de compléter vite, notamment Beam Booster pour Man Machine. Et chez Trace, vous avez aussi d'autres solutions, je pense. Oui, tout à fait. Chez Trace, on a l'entité Beam & Co qui propose la solution Unfly pour gérer un dictionnaire autour des composants et justement pouvoir faire des comparaisons des différents paramètres. Bon, merci à tous les deux. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous pour vos questions Voilà. et auxquelles on les repassera en revue à la suite du webinaire. Et s'il y a des questions qui restent en suspens, on ne manquera pas de vous répondre. Je te laisse clôturer, Marseille. En tout cas, merci à tous.
Donc, voilà, donc merci à tout le monde encore d'être venu, merci encore Jérôme, merci encore à Trace, merci à Siem pour ta vision vraiment très intéressante sur le BIM management. Et encore une fois, voilà, j'aime bien finir sur ce slide où effectivement, pour pouvoir décoller, c'est très compliqué si on est seul à s'y mettre. Et tout va dépendre du nombre de personnes qui vont être impliquées dans la démarche pour pouvoir atteindre les objectifs. Et dans n'importe quel bureau d'études aujourd'hui, sur le LOELEC, plus on va être nombreux à pousser le sujet, plus on va clairement identifier le lot électrique, plus on va pouvoir clairement intégrer cette démarche de manière très concrète et par les différentes solutions qui sont présentées. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre assiduité, parce qu'effectivement, depuis le début, il y a des différentes sessions où vous êtes présents. Je vous donne rendez-vous donc le 27 mai pour l'aspect exécution, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci Marcel. Merci, bonne fin de journée. Merci Jérôme.